Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo d'une chronique dédiée à l'histoire de Microsoft.net. Dans les deux précédentes vidéos, j'abordais les environnements de développement qui étaient à disposition avant l'arrivée de Microsoft.net en 2002. Donc ce qui était existant et pourquoi Microsoft a souhaité créer un nouvel environnement de développement. Dans la seconde vidéo, j'abordais ensuite les différentes versions de Microsoft.net, de la version 1 à la version 5, sortie il y a à peine 3 mois. Dans cette nouvelle vidéo, le but est de voir, de regarder ce qui est possible de faire de nos jours avec la plateforme Microsoft.net, en restant le plus objectif possible, bien entendu. Il faut voir toutes les technologies qui existent de nos jours pour arriver à ces fins, en développement client lourd, en développement web, IoT, mobile. Le but ici est juste de vous faire un portrait des possibilités qu'offre l'environnement de développement Microsoft.net. Donc on est en 2021, ça fait quelques années maintenant que .NET est multiplateforme, cross-platform, ce qui n'a pas toujours été le cas, je revenais dessus dans les précédentes vidéos. De nos jours, on peut faire du développement autant pour Windows, Linux, Mac, pour de l'IoT, pour du mobile. On a plusieurs cibles comme ça possibles. Si vous souhaitez faire du développement client lourd, donc vous allez pouvoir vous orienter directement avec WPF, vers Windows Form, vers UWP par exemple. Attention toutefois, ça ne va pas être compatible Linux et Mac. On va être quand même que sur du Windows pour le client lourd. Pour ce qui est du web, vous allez vous orienter vers de l'ASP.NET, ASP.NET Core, avec le pattern MVC, je reviendrai dessus tout à l'heure. Vous allez pouvoir faire du développement cloud avec, pour cibler par exemple des Azure Functions tout simplement. Vous allez pouvoir faire du développement mobile avec Xamarin, des jeux vidéo avec l'intégration de Unity à Visual Studio, de l'IoT donc pour cibler vraiment par exemple du Raspberry, des jeux d'instruction avec des processeurs ARM par exemple, et puis vous allez pouvoir aussi cibler de l'intelligence artificielle grâce au framework ML.NET pour faire du machine learning. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur du multiplateforme. On a plusieurs cibles possibles avec un seul et même framework .NET. En plus d'être cross-platform, cet environnement est multilangage. Vous allez pouvoir choisir le langage que vous souhaitez adopter pour vos développements. On l'a vu ensemble, plusieurs langages sont possibles dans le runtime.net. Par le passé, il y en a eu même pas mal. Certains ont été abandonnés, d'autres existent encore de nos jours. Alors, pour faire une liste succincte, bien entendu, on va commencer par Visual Basic, qui est le langage historique de Microsoft. En tout cas, l'implémentation du Basic version Microsoft, c'est un langage qui peut être appréhendé facilement. Péjorativement, on peut entendre parfois qu'il est très verbeux, tout simplement parce qu'on utilise beaucoup de mots-clés pour développer avec ce langage. On associe aussi souvent ce langage, peut-être à tort, en tout cas à un langage de débutant. En effet, pour commencer la programmation, quand on commence de zéro, surtout la programmation orientée objet, le Visual Basic est parfait pour ça. Justement, avec ces mots-clés, on se représente plus facilement le code. C'est pas non plus des phrases que l'on va taper en tant que code, mais ça peut être abordable plus facilement. Le deuxième langage, bien entendu, est le C#. Il est arrivé avec Microsoft.net, c'est un langage basé sur la syntaxe du C, bien entendu, qui est sensible à la casse. Si vous ne connaissez pas du tout, peut-être avez-vous vu déjà cette syntaxe, ça ressemble bien entendu énormément aussi à Java. Chaque ligne d'instruction doit être terminée par un point-virgule, les blocs de code, les pans vont être séparés par des accolades. Bon, c'est vraiment le langage associé à Microsoft.net. Souvent, quand on pense .NET, le langage qui va avec, ça va être C#. On va avoir également le F#, qui est un langage plus orienté sur de la programmation fonctionnelle. Et ensuite, vous allez avoir plusieurs autres langages tels que le C++, en tout cas une implémentation du C++ pour .NET. Dans tous ces langages, à vous de faire votre choix. Si je peux vous donner un conseil, je sors un petit peu de cette objectivité, c'est tout de même de vous orienter directement vers le C#, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est peut-être le langage sur lequel vous trouverez le plus de ressources sur le net si vous souhaitez apprendre ce langage. Typiquement, si vous recherchez sur Stack Overflow par exemple un pan de code pour faire un traitement de données particulier, la plupart du temps, si vous cherchez une fonctionnalité, en tout cas un pan de code
avec le suffixe .NET. Tout de suite, les exemples que vous allez trouver vont être la plupart du temps en C#. Donc, si vous commencez le développement, je vous invite plutôt à vous orienter directement sur le C#. Bien entendu, après, à vous de juger sur le langage à adopter. Donc, on a vu que l'environnement .NET était multiplateforme et multilangage. Maintenant, il nous reste à choisir les projets que l'on souhaite développer et surtout quel éditeur utiliser. Par défaut, si vous le souhaitez, vous pouvez coder directement avec le bloc-notes. Bien entendu, c'est plus pour la blague que je dis ça, malgré tout, c'est tout à fait possible. Vous pouvez directement coder vos classes avec le bloc-notes et puis après compiler directement avec Roslyn, le compileur de Microsoft. Bien entendu, on ne va pas utiliser le bloc-notes, on va plutôt utiliser l'environnement qui existe depuis toujours pour .NET, Visual Studio. Visual Studio actuellement est dans sa version 2019, appelée 2019, un peu sur le modèle de Windows 10. Les versions maintenant de Visual Studio, depuis quelques années maintenant, ne changent plus tous les ans, ou en tout cas tous les 2 ans, mais gardent une release majeure, une appellation comme ça, Visual Studio 2017-2019, et les versions en réalité vont s'incrémenter au niveau de la version propre, la version 16.4, 16.5, etc. par exemple. Visual Studio 2019 existe en 3 modèles de licence. Vous avez la version Community, Professionnel et Enterprise. Donc la version Community, c'est la version la plus courante, peut-être celle que vous avez installée sur votre poste. C'est une version gratuite qui vous permet de faire du développement sur toutes les cibles que l'on a pu voir auparavant. Vous allez pouvoir développer des logiciels, des applications que vous allez pouvoir vendre si vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser la version Community à des fins commerciales. La seule limite imposée par Microsoft est pour un usage limité à 5 utilisateurs, donc dans le cadre d'une entreprise, limité à 5 utilisateurs, et dans une entreprise qui ne possède pas plus de 250 machines, et ou qui n'excède pas $1 million de chiffre d'affaires. Donc typiquement, si vous êtes freelance ou vraiment dans une TPE, peut-être que vous allez pouvoir utiliser cette version Community sans passer forcément sur le modèle de licence professionnelle. Cette version professionnelle, justement, correspond exactement à la version Community. Ou plutôt, la version Community est l'exacte copie de la version professionnelle. La version professionnelle, bien entendu, est elle soumise à une licence payante, toujours dans un but commercial, sans limite de chiffre d'affaires ou de nombre de machines dans la société. 2 modes de licence existent, soit un abonnement sans engagement facturé par mois, qui est de 45 $, soit un engagement annuel de 1200 $ et renouvelé à 800 $ par an. Si vous avez connu les offres MSDN pour les développeurs, c'est typiquement ça, c'était les anciennes offres MSDN. L'avantage de cette offre annuelle et de cet engagement est que vous allez pouvoir accéder à différentes ressources, les ISO, les fichiers ISO de tous les produits serveurs et de développement de Microsoft avec des clés pour pouvoir les tester toujours dans des environnements de test bien sûr. La version Enterprise, elle, est bien plus chère, 250 $ par mois pour un abonnement sans engagement, ou alors un engagement annuel à 6000 $, puis renouvellement à 2570 $, toujours avec la possibilité d'accéder à des ressources supplémentaires. La version Enterprise possède différents outils qui sont liés fortement à de l'architecture applicative. C'est vraiment si vous partez plus dans une démarche de conception plutôt que de réalisation, de projets, de différents projets de développement, que cette version-là va vous être utile. D'autres variantes de Visual Studio existent. Visual Studio pour Mac, qui est une version bien entendu adaptée pour l'écosystème Mac. Avec cette version, bien entendu, vous ne pourrez pas développer de logiciels clients lourds, type WinForm, WPF. Vous n'allez pouvoir faire que du développement .NET Core et aussi Xamarin et Unity. Bien entendu .NET Core parce que le framework est complètement ouvert et il est cross-platform. Vous allez pouvoir faire donc des API REST, du gRPC, des applications web ASP.NET et bien entendu avec Xamarin pouvoir faire du développement entre autres pour iOS. Enfin, Visual Studio Code est un éditeur de code
extensible. Vous n'allez pas retrouver toute la puissance de Visual Studio dans Visual Studio Code, toutefois vous allez avoir la base d'un éditeur que vous allez pouvoir étendre grâce à différents plugins, différentes extensions, pour pouvoir développer directement des scripts, du code en PHP, du Java même, enfin vous allez pouvoir vraiment cibler différents langages, différentes technologies grâce à des add-ons. Typiquement, c'est un logiciel, je sais, qui commence à prendre pas mal de poids auprès des développeurs PHP, même pour ceux qui étaient habitués à PHP Storm, l'IDE de JetBrains, si je me trompe pas. Je sais que Visual Studio Code commence à avoir un certain succès dans sa maniabilité et ce côté ouvert à tous ces add-ons. Donc si vous commencez le développement informatique et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous poser la question de pourquoi je commencerai par l'environnement de développement.net. C'est une très bonne question. Il n'y a pas de réponse toute faite, bien entendu, c'est à vous de juger de l'utilité de la technologie, du langage que vous souhaitez adopter. Et encore une fois, on n'est pas obligé de partir que sur un seul langage, que sur une seule technologie. Il faut savoir que dans les cycles universitaires, l'enseignement du développement, et même en centre de formation, on partait plus sur du Java. Ce Java, historiquement, était open source, .NET ne l'était pas. .NET était un environnement de développement propriétaire au départ. Maintenant, la tendance tend même à s'inverser. Oracle, qui possède Java, commence à passer quelques briques sur un modèle de licence propriétaire, et à l'inverse, .NET c'est complètement ouvert. Donc à vous de voir, bien entendu, ce vers quoi vous voulez aller. Il faut savoir quand même garder à l'esprit que les technologies de développement Microsoft sont en place en entreprise depuis un paquet d'années. Au tout début, où j'ai commencé à faire du .NET d'un point de vue professionnel, dans l'entreprise où j'étais, il y avait encore énormément d'applications en Visual Basic 6 par exemple. Le passage vers .NET était assez simple. De nos jours, si vous développez sur Java, à titre personnel, hein, pour peut-être en faire votre métier, que ce soit sur Java ou sur .NET, vous en trouverez dans tous les cas dans les entreprises. Donc c'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez faire. Il faut savoir que de toute façon, ces deux langages sont en place depuis bien des années, hein, 1995 pour Java, 2002 pour .NET. Donc c'est forcément quelque chose qui ne disparaîtra pas. Donc à vous de voir si vous préférez passer sur .NET ou sur Java, adopter pourquoi pas les deux. La syntaxe après tout du code se rapproche entre C# et Java, la déclinaison des espaces de nom également. Donc passer de l'un à l'autre, de toute façon, vous ne serez pas perdu. Donc maintenant, si vous avez souhaité commencer à développer sur l'environnement Microsoft.net, je peux vous donner deux conseils. Deux conseils auxquels vous allez... parce que vous allez faire face à deux problèmes, à mon avis. C'est entre tous les projets, lorsque vous allez démarrer Visual Studio, vous allez voir que tous les projets possibles sont déclinés à chaque fois en deux fois. En version .NET Framework et en version .NET Core. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous avez compris que .NET Framework va tout simplement disparaître. Bien sûr, la technologie va rester, surtout pour maintenir l'existant. Tous les logiciels qui pendant des années ont été faits sur .NET Framework, donc au sens propre, j'ai même exagéré un peu, ça ne va pas disparaître, disons que ça ne sera plus maintenu par Microsoft, et .NET Core est remplacé tout simplement par l'appellation .NET depuis la version .NET 5. Donc si vous commencez un projet, quel qu'il soit, avec Visual Studio, je vous invite à le faire en .NET Core. Et du coup, à terme, vous verrez, l'appellation .NET sera la seule qui restera. Deuxième point, si vous n'avez encore fait aucun projet avec Visual Studio, je vous invite à ne pas partir directement sur du développement de clients lourds type WinForm, WPF, ni application web à ASP.NET, pour la simple et bonne raison que ça va faire un gros projet directement. Je précise ma pensée. Quand vous recherchez des tutos de développement pour aborder une nouvelle technologie, surtout un nouveau langage, vous êtes souvent confronté à ce magnifique tutoriel du Hello World qui vous permet de faire rien de plus qu'un print line ou un write line directement dans une console. Bon, ça va pas plus loin que ça, c'est pas forcément top lorsque l'on voit ça, et pourtant c'est très très bien.
Si vous démarrez le développement, commencez avec un projet console. La fameuse fenêtre noire dans laquelle on va écrire le Hello World. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas gérer de partie graphique. Lorsque vous allez commencer un projet de développement, déjà vous allez découvrir l'environnement de développement. Ici, concrètement, ça va être Visual Studio. Ensuite, vous allez démarrer un projet. Si vous démarrez un projet WinForm, WPF ou une application web ASP.NET, vous allez devoir gérer du code, mais également une interface graphique. Si vous n'êtes pas encore habitué à ce mode de conception et ce mode de réalisation, vous allez être vite perdu. L'avantage de l'application console, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'application graphique, étant donné qu'il y a juste une console dans laquelle vous ne pouvez écrire que du texte, ligne à ligne. Donc pour démarrer, surtout pour appréhender Visual Studio, pour appréhender la programmation objet avec C#, avec VB par exemple, c'est le projet par défaut que je vous conseille énormément. Vous allez pouvoir ensuite aborder l'accès aux données avec Entity Framework par exemple, ou la consommation de services distants type REST ou gRPC, et toujours pareil, vous ne vous occupez pas de la partie graphique que vous pouvez voir dans un second temps. Ensuite, je vous invite par contre bien entendu à voir très vite WinForm, WPF, mais surtout ASP.NET, étant donné que de nos jours on fait surtout des applications web dans les nouveaux développements. Si vous commencez un projet web avec ASP.NET, bien entendu, démarrez-le avec ASP.NET MVC, avec le pattern MVC, le motif modèle vue contrôleur. Ça vous permettra d'avoir une qualité de code dès le début très propre. Vous codez directement votre code back-end en différents services, en différentes couches. Ça vous permet vraiment de structurer votre code. Bien entendu, je reviendrai sur ASP.NET dans différentes vidéos, sur ASP.NET MVC dans différentes vidéos ultérieurement. Pour ce qui est du client lourd, si vous ne savez pas quoi choisir entre WinForm et WPF, si vous initiez un projet à titre perso pour voir plus comment ça fonctionne, je vous invite bien entendu à commencer par WinForm. Juste pour voir comment fonctionne la conception RAD, vraiment le côté glisser-déposer, des contrôles sur une fenêtre, et puis pouvoir commencer vraiment à coder comme ça. Bien entendu, partez ensuite sur WPF pour voir la différence justement avec WinForm. Le côté conception RAD existe toujours, toutefois maintenant on met plus les mains dans le cambouis en codant directement dans le code XAML qui permet de créer la partie graphique, et on ne parle plus bien entendu d'interface utilisateur mais d'expérience utilisateur, et vous allez voir que c'est peut-être un petit peu plus poussé, mais on peut faire des choses bien plus évoluées, bien plus jolies en tout cas pour ce qui est de cette interface. Et si vous commencez un projet en WPF, je vous invite vraiment à utiliser un framework MVVM, donc modèle vue modèle. C'est pour respecter en quelque part le pattern MVC, et c'est surtout que vous allez pouvoir bénéficier d'une brique qui s'appelle l'injection de dépendance, que vous avez peut-être vu, qui est difficile à aborder peut-être dans un premier temps, mais qui se révèle fantastique pour gérer vraiment tous les événements que vous pouvez avoir sur vos fenêtres, lorsqu'on rentre dans un champ, qu'on clique sur un bouton, et lier ainsi toutes les données directement à notre application. Une dernière question que l'on peut se poser, parce que par le passé, je sais, et encore dernièrement, j'ai échangé là-dessus avec des personnes, vous démarrez un projet ASP.NET, en tout cas un projet d'application web, est-ce que vous partez sur de l'ASP.NET ou du PHP ? La question peut complètement se poser. J'ai envie de vous dire, tout dépend de la cible et le contexte d'exécution. La cible, c'est si vous faites un site vitrine, si vous faites une application web pour le web, pour Internet, pour la zone Internet, j'entends, peut-être êtes-vous mieux de passer sur PHP si vous avez déjà des compétences. Qui plus est, si vous passez directement par du WordPress et que vous voulez juste agrémenter par du PHP custom, vraiment sur ce WordPress, à ce moment-là, autant partir vraiment sur le PHP. Maintenant, si vous êtes en entreprise, tout dépend. Tout dépend ce que l'entreprise a adopté. Et c'est pour ça que je parle de contexte d'exécution. Si vous êtes dans une entreprise qui a l'habitude de travailler avec des technologies vraiment pour orienter informatique de gestion, peut-être que l'entreprise va utiliser PHP, peut-être qu'ils vont utiliser une autre technologie. Maintenant, si c'est pour faire du code vraiment très spécifique, orienté informatique de gestion par exemple, pourquoi pas faire de l'ASP.NET.
Si vous faites du PHP, on sait que de nos jours, on ne fera jamais du PHP pur. On va passer par des surcouches, des frameworks, tels que Symfony par exemple. Maintenant, voilà, on arrive dans cette réflexion, encore une fois, c'est facile parce que dans cette vidéo, je ne vais pas avoir de répondant en face. Là, je vais peut-être manquer d'objectivité, c'est à vous de vous faire votre idée. Si vous partez sur du PHP, sur Symfony par exemple, Symfony correspond à un framework qui a une adoption large. La communauté est vraiment immense, vous allez toujours trouver des ressources. Toutefois, c'est un framework qui est là depuis plusieurs années et qui tend quand même à évoluer. Par le passé, d'autres frameworks PHP étaient présents, je pense par exemple à Zend, qui a eu sa grande époque, ce n'est plus vraiment le cas maintenant. Donc à vous de faire la part des choses entre un langage et une technologie qui va vraiment être pérenne dans le temps, et peut-être ne pas céder à un framework, à une technologie plus de mode, parce que c'est énormément adopté depuis 2 ans, mais on ne sait pas pour autant dans 2 ans ce que ça deviendra. Attention, je ne dis pas que Symfony est un framework qui disparaîtra en 2 ans, je ne dis pas ça du tout. Juste bien faire la part des choses et bien regarder les technologies et les langages qui vont vraiment durer dans le temps. C'est difficile à estimer bien entendu, mais un langage qui va être là, et une techno comme .NET, comme Java depuis plus de 15 ans, voire plus de 20 ans, va bien entendu être plus rassurant que des technologies qui peuvent être que de passage. Donc ne pas céder à la mode, c'est surtout ça que j'ai envie de dire. Nous voilà à la fin de cette 3e et dernière vidéo, de cette chronique sur les origines de Microsoft.net. J'espère que vous avez appris quelque chose au travers de ces 3 vidéos, que vous avez une vision un peu plus claire de ce que l'on peut faire maintenant avec Microsoft.net. Pour ceux qui étaient restés sur un environnement de développement propriétaire, eh bien, j'espère que vous avez pu voir maintenant que c'est vraiment en open source et utilisable par tous, pour toutes les plateformes. Et puis, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Prochainement, je compte faire des tutoriels sur les différents projets de développement, en commençant bien entendu par le projet d'application console, pour aborder ça. Et j'espère que ces 3 vidéos représenteront une bonne base avant d'entamer différents tutoriels.